Bien, bonjour à tout le monde. On va commencer. Les gens qui ne sont pas physiquement présents dans la salle, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui? Oui, on t'entend. Très bien. Et en plus, vous me voyez? Non. Et on te voit. Voilà, très bien. Bah, écoutez, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce matin, soit physiquement, soit malheureusement à distance. Je remercie mes collègues qui sont connectés aussi ce matin pour participer aux discussions. Le projet Claude Bernard est un projet qui a commencé avec la pandémie, qui a beaucoup souffert, mais malgré tout, depuis maintenant bientôt 2 ans et demi, en fait, le projet suit son cours. Terminal. Je remercie infiniment les collègues québécois qui ont joué le jeu en fait, de la réciprocité, en particulier, bien sûr, Vincent Guillain pour son accueil à l'UQAM et au CIRS de ce matin. C'est un vrai plaisir d'être ici et de pouvoir en fait tester certaines idées avec de nouveaux collègues et de voir si finalement le projet a progressé dans un sens positif, ce que bien sûr on espère tous. Ce projet de longue haleine va se concrétiser notamment sous la forme d'un ouvrage collectif, apparaître chez Brun, normalement en 2023, si les choses suivent leur cours. J'en profite pour rappeler que j'attends vos chapitres pour le 1er septembre de cette année. Et donc, je vous souhaite un été studieux et productif. Et l'idée de ce projet, je la rappelle brièvement, en fait, c'est de reconsidérer l'œuvre de Claude Bernard au-delà de ce qui a pu en être dit, notamment dans le moment fort des études bernardiennes dans les années 60-70, au moment où Mirko Kamerk et Frédéric Holmes ont produit leurs travaux les plus conséquents, et de reconsidérer l'héritage bernardien, notamment à la lumière de Claude Bernard, théoricien de la biologie, et Claude Bernard qui interagit avec des champs qui ne sont pas les siens, comme ceux par exemple de la philosophie, voilà, qui est une figure de Claude Bernard qui a été probablement moins travaillé que le Claude Bernard expérimentateur à la lumière des archives et des carnets de laboratoire, ou d'autres formes de son héritage. C'est la ligne directrice principale du projet, et c'est comme ça que les thématiques se sont distribuées entre nous. Et donc c'est évidemment de ça dont il va être question aujourd'hui et demain. Ce Claude Bernard qui réfléchit aux grandes questions de ce qu'on appelle à l'époque la physiologie générale ou de ce qu'on appellera juste un peu après la biologie générale. Voilà pour la thématique globale de ce projet et donc de ces 2 journées. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Stéphane Tirard pour la première communication de ce qui pour nous est la matinée. Alors je rappelle que on a des créneaux de 50 minutes par communication, que idéalement, il faut présenter entre 35 et 40 minutes pour laisser un temps de questions suffisant et un temps d'échange suffisant. Les gens qui ne sont pas présents physiquement dans la salle, ce serait bien de ne pas hésiter à interagir. N'hésitez pas à prendre la parole au moment des questions. Ça enrichira le débat. Donc Stéphane va nous parler de la notion de vie latente chez Claude Bernard. Un sujet au-delà de Claude Bernard qui a énormément travaillé dans ses recherches depuis au moins une vingtaine d'années. Claude Bernard, de ce point de vue-là, constitue un cas d'espèce puisque dans son dernier ouvrage, Les leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et aux végétaux, il est spécifiquement réservé à ce concept de vie latente. Donc, Stéphane, je te passe la parole. Merci beaucoup, Laurent. Je vais vous reparler de la notion de vie latente et du milieu intérieur. C'est finalement, ça sera une présentation très très proche de ce que j'avais en fait fait au Treil cet été, mais il n'y avait qu'un petit comité. Donc, avec le jeu des décalages horaires, nos amis québécois n'avaient pas pu entendre certaines de nos communications. Donc, cette notion de vie latente, on la trouve effectivement chez Claude Bernard et on la trouve notamment dans ses leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux. Donc, évidemment, des leçons que vous connaissez bien. Et je vais attirer votre attention particulièrement sur ce problème de la vie latente et donc sur une leçon particulière
présentes dans ce volume. Alors, pour simplement vous rappeler les choses, l'organisation du volume, une leçon d'ouverture qui plutôt une leçon d'ouverture à visée institutionnelle, une première leçon qui est sans titre, dans laquelle il est beaucoup question de la notion de vie, de la définition de la vie. La deuxième leçon qui va m'intéresser particulièrement sur les trois formes de la vie, et puis ensuite toute une série de leçons sur la, la division des phénomènes de la vie dans la troisième leçon, dans la quatrième leçon, les phénomènes de destruction organique, fermentation, combustion, putréfaction, cinquième leçon, phénomènes de la création organique, théorie anatomique, cellulaire, protoplasmique et plastidulaire, sixième leçon, théorie chimique, synthèse et protoplasma, un colore, protoplasma vert ou chlorophylien. Et on verra que le protoplasma n'est pas sans lien avec la question de la vie latente. Les propriétés du protoplasma dans les deux règnes, irritabilité, sensibilité, synthèse organisée, morphologie. Résumé du cours, c'est toute l'organisation donc de ce volume et de ces leçons. Et en fait, les trois formes de vie qui sont donc au cœur de la deuxième leçon, eh bien, trouvent un écho pratiquement dans la plupart des leçons qui suivent. Alors, je vais dire juste un tout petit mot très rapide sur la première leçon, donc, qui porte essentiellement sur la définition de la vie. C'est simplement un rappel, finalement, ça ouvre la journée, donc redonner des termes aussi fondamentaux dans l'œuvre de Bernard, c'est presque un petit peu symbolique. Donc, cette première leçon n'a pas de titre. Elle porte sur la définition de la vie, sur les objectifs de la physiologie. Et Bernard, après avoir discuté différentes définitions de la vie, propose sa propre conception. Et donc, je le cite, je considère qu'il y a nécessairement dans l'être vivant deux ordres de phénomènes: les phénomènes de création vitale ou de synthèse organisatrice, les phénomènes de mort ou de destruction organique. Vous savez bien que c'est absolument fondamental comme définition. C'est une clé de toute une partie de l'œuvre de Bernard, et notamment de ses leçons. Alors, si on s'intéresse aux trois formes de la vie, et notamment à la vie latente, on s'intéresse donc, on se focalise particulièrement sur la deuxième leçon. Mais une deuxième leçon qui, en fait, fait écho à des passages qui sont présents dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, où il est effectivement question de ces trois formes de vie. Et je vais faire un petit détour de quelques minutes, justement par ces passages, parce que c'est assez intéressant de voir que finalement, cette question de la vie latente est présente dans la réflexion de Bernard depuis un certain temps. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des raisons historiques pour ça, qui expliquent cet intérêt et cette sensibilisation peut-être à cette question de la vie latente. Donc, dans le chapitre 2, sur les considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants, on trouve quelques remarques sur les conditions physico-chimiques du milieu intérieur. Donc, on peut se les remettre en tête rapidement. La vie est manifestée par l'action des excitants extérieurs sur les tissus vivants qui sont irritables et réagissent en manifestant leurs activités spéciales. Les conditions physiologiques de la vie ne sont donc rien d'autre chose que les excitants physico-chimiques spéciaux qui mettent en activité les tissus vivants de l'organisme. Ces excitants se rencontrent dans l'atmosphère ou dans le milieu qu'habite l'animal. Mais nous savons que les propriétés de l'atmosphère extérieure passent dans l'atmosphère organique intérieure, dans laquelle se rencontrent toutes les conditions physiologiques de l'atmosphère extérieure, plus un certain nombre d'autres qui sont propres au milieu intérieur. Il nous suffira de nommer ici les conditions physico-chimiques principales du milieu intérieur sur lesquelles l'expérimentateur doit porter son attention. Ce ne sont d'ailleurs que les conditions que doit présenter tout milieu dans lequel la vie se manifeste. Donc là, une réflexion sur la position relative des conditions du milieu intérieur et du milieu extérieur. Et on va voir que rapidement, Claude Bernard va, justement en étudiant ces conditions, proposer quelques réflexions qui
sont relatives à la question de la vie latente. Nécessité de la présence de l'eau dans les organismes. C'est le premier point. La soustraction totale de l'eau dans les corps vivants amène invariablement la mort chez les grands organismes pourvus d'éléments histologiques délicats. Mais il est bien connu que pour de petits organismes inférieurs, la soustraction d'eau ne fait que suspendre la vie. Nous y voilà, on arrive dans la vie latente. Les phénomènes vitaux réapparaissent dès qu'on rend au tissu l'eau qui est une condition des plus indispensables de leur manifestation vitale. Tels sont les cas de la reviviscence des rotifères, des tardigrades, des anguillules du blé niellé. Il y a une foule de cas de vie latente dans les végétaux et dans les animaux qui sont dus à la soustraction de l'eau des organismes. Donc, dans cette réflexion sur les conditions du milieu intérieur ou du milieu extérieur, Bernard se préoccupe de la question de l'eau et rentre de plein pied dans le problème de la vie latente. Donc, il se réfère à des organismes qui sont très étudiés à l'époque, les rotifères et les tardigrades, qui sont des invertébrés, que je vous montrerai tout à l'heure, qui effectivement sont capables de suspendre leur métabolisme pendant un certain temps. Et il fait référence aux anguillules du blé niellé. Cette référence-là est en fait une référence que l'on peut faire remonter, d'ailleurs comme les rotifères et les tardigrades, mais particulièrement les anguillules du blé niellé, qu'on peut faire remonter à l'opposition entre Needham et Spallanzani, quand ils se sont questionnés à la fois sur des questions de génération spontanée, mais aussi sur des questions liées à la vie latente. Spallanzani ayant finalement reculé devant le fait de dire que l'activité pouvait s'arrêter complètement dans ces ondilules et qu'il indique finalement au terme de ses travaux qu'il doit persister un petit fil de vie dans ces anguillules quand elles apparaissent inactives. Donc on voit que Claude Bernard est sensibilisé à cette question de la vie latente. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais dans les années 1850, il y a eu un débat très important en France, précisément sur la nature de la vie latente et des propriétés de reviviscence. Donc la température intervient aussi, donc elle influe considérablement sur la vie. Le milieu intérieur ou l'atmosphère, nous dit-il, l'atmosphère organique des plantes et de certains animaux se met en équilibre avec l'atmosphère extérieure. Pour les animaux à sang chaud, résistance, donc évidemment, mais dans certaines limites, et ils parviennent à maintenir un certain équilibre de température. Alors, il développe le cas de l'air, il parle aussi de la pression, et puis il passe à la composition chimique, mais je ne vais pas insister sur ce point. Ce que je voulais vous montrer avec ce petit passage par l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, c'est que c'est une préoccupation, un intérêt pour cette question de la vie latente, mise en lien avec la question du milieu intérieur. D'une manière générale, avec sa réflexion sur la relation entre milieu intérieur et milieu extérieur, qui date quand même un petit peu dans son parcours. Alors, donc, un petit mot sur la méthode qu'on va trouver dans les leçons. Il utilise, vous allez voir, de nombreux travaux d'observation, d'expérimentation. Des auteurs immobilistes, des auteurs variés, non nécessairement des physiologistes, ça peut être des naturalistes, des observateurs divers. Il a expérimenté, observé lui-même, notamment il a travaillé sur les graines et sur la vie latente des graines. Et évidemment, il y a un élargissement remarquable dans la mesure où il va travailler sur les deux règnes, à la fois sur le règne animal et sur le règne végétal. Alors, suivons un petit peu le fil de la deuxième leçon. Donc, dans cette deuxième leçon, il annonce ces trois formes de la vie,
Premièrement, la vie latente, vie non manifestée, la vie oscillante, vie à manifestation variable et dépendante du milieu extérieur, vie constante, c'est-à-dire vie à manifestation libre et indépendante du milieu extérieur. Si on observe la manière dont ceci est présenté, c'est donc dans la partie introductive de la leçon. Donc vous retrouvez ici, dans cette partie de l'introduction, l'énumération des trois formes de vie. Et ceci est précédé par une partie introductive qui n'est pas sans comprendre une certaine dimension philosophique. Je vous propose de la parcourir. Évidemment, il articule son propos sur la réflexion sur la vie qui a été menée dans la première leçon. Et il nous dit donc la vie, avons-nous dit, ne saurait s'expliquer comme on l'avait cru par l'existence d'un principe intérieur d'action s'exerçant indépendamment des forces physico-chimiques et surtout contrairement à elles. La vie est un conflit. Ces manifestations résultent de l'intervention de deux facteurs. Premièrement, les lois préétablies qui règlent les phénomènes dans leur succession, leur concert, leur harmonie. Deuxièmement, les conditions physico-chimiques déterminées qui sont nécessaires à l'apparition des phénomènes. Sur les lois, nous n'avons aucune action. Elles sont le résultat de ce que l'on peut appeler l'état antérieur. Elles dérivent par atavisme des organismes que l'être vivant continue et répète, et l'on peut ainsi les faire remonter jusqu'à l'origine même des êtres vivants. C'est pourquoi certains philosophes et physiologistes ont cru pouvoir dire que la vie n'est qu'un souvenir. Moi-même, j'ai écrit que le germe semble garder la mémoire de l'organisme dont il procède. Ça évoque évidemment ces questions de mémoire, des aspects d'hérédité. Et je sais que d'autres que moi parleront sans doute de ça à un moment ou un autre de nos travaux. Je passe à la suite. Les conditions seules des manifestations vitales nous sont accessibles. La connaissance des conditions extérieures qui déterminent l'apparition des phénomènes vitaux suffisent, ainsi que nous l'avons déjà dit, au but de la science physiologique. Donc la physiologie va s'occuper de ces fameuses conditions, puisqu'elle nous donne les moyens d'agir et de maîtriser ces phénomènes. Pour nous, en un mot, la vie résulte d'un conflit, d'une relation étroite et harmonique entre les conditions extérieures et la constitution préétablie de l'organisme. Donc effectivement, ce fameux souvenir, ces états antérieurs ont laissé quelque chose, et donc la vie va pouvoir en résulter du fait de cette relation de l'organisme avec les conditions extérieures. Ce n'est point par une lutte contre les conditions cosmiques que l'organisme développe, et ce maintien, c'est tout au contraire par une adaptation, un accord avec celle-ci. Et donc, de fait, il va nous montrer cette adaptation, cet accord avec celle-ci en décrivant et en détaillant et en analysant ces trois formes de vie, la vie latente, la vie oscillante et la vie constante. Alors, je vais commencer donc par la vie latente. La vie latente est donc dépendante du milieu extérieur. C'est la première forme de vie. Et on verra que la deuxième forme de vie le sera aussi. Et enfin, la troisième forme de vie sera indépendante. Donc, c'est une vie non manifestée, un état d'indifférence chimique. Alors, je parcours avec vous la partie de la leçon qui porte donc sur cette première forme de vie. Et en fait, il entre en matière avec les graines, avec les végétaux. S'interroge donc sur l'état dans lequel se trouve la graine qui a été produite par un végétal et un jour germera. La vie de la graine à l'état latent est purement virtuelle. La graine a en elle, dans son organisation, tout ce qu'il faut pour vivre, mais elle ne vit pas, parce qu'il lui manque des conditions physico-chimiques nécessaires. Donc, la vie a en elle tout ce qu'il faut pour vivre. L'organisation est présente, c'est très très important. Il n'y a pas d'activité, mais l'organisation est présente. On aurait tort de penser que la graine, dans ce cas, présente une vie tellement atténuée que ses manifestations échappent à l'observation par le degré même de leur affaiblissement. Cela n'est vrai ni en principe, ni en fait. Donc aussi, ça c'est très important parce que ça pose finalement sa conception de la vie latente,
il n'y a pas de manifestation physiologique, si faible qu'elle soit, dans une graine à l'état dilatante. Il n'y a aucune activité. Pour lui, la graine est complètement à l'arrêt sur le plan métabolique. Donc, il décrit un certain nombre d'expériences sur la vie latente des graines, c'est possible de les décrire ici, et il constate qu'il y a des conditions physico-chimiques qui sont indispensables à la reprise de l'activité, la présence d'eau, la présence d'oxygène, la présence de chaleur, et donc si l'une de ces conditions vient à manquer, évidemment, il n'y a pas de germination. Bernard expérimente, il mobilise aussi des témoignages, des informations. Il utilise par exemple les travaux de Joseph Dequesne, qui était à ce moment-là, qui a été responsable du carré des semis au Muséum d'histoire du jardin des plantes, donc qui connaissait fort bien les graines. Curieusement, il fait appel aussi à des témoignages beaucoup moins établis, qui dénotent un petit peu avec la précision de certaines autres informations dans son propos. Et il nous dit, par exemple, je tiens d'un ingénieur que certains terrassements exécutés lors de la création du chemin de fer du Nord, lors de la création du chemin de fer du Nord, on a vu apparaître sur les talus une riche végétation de moutarde blanche qu'on n'avait pas observée auparavant. Sous-entendu, il y a des graines qui ont été remises dans des conditions de germination, et donc elles sont sorties de cet état de vie latente. Bien, donc là, une observation franchement naturaliste et vraiment de seconde main un peu étonnante. Alors, il passe aux animaux ensuite, et il dresse un panorama tout à fait intéressant et très complet de ce qu'ont pu être les travaux antérieurs sur les animaux capables d'entrer en vie latente, les animaux dits ressuscitants au XVIIIe siècle, après leur découverte par Le Hanouck, en fait, qui a découvert les rotifères. Donc, il évoque les travaux de Hanouck, de Spallanzani, de Nidam, de Dwyer, j'y reviendrai, de Taven, puis de Pouchet. Il ne parle pas de Dutrochet, c'est un peu curieux, Dutrochet ayant joué un rôle important sur cette question. Par contre, il insiste du moins, il relate les travaux de Dwyer, et c'est assez intéressant parce que, en fait, Dwyer a soutenu une thèse au début des années 40, en 1842, 41, sur justement les tardigrades. Donc les tardigrades, ce sont ces petits invertébrés submillimétriques que vous pouvez trouver dans les lieux plus ou moins humides ou plus ou moins secs, donc, par exemple dans des mousses, dans différents milieux, et qui supportent bien ils supportent très très bien les phases de dissécation, et aujourd'hui c'est des véritables vedettes de la biologie, du fait de la mise en évidence de leur résistance dans les milieux les plus incongrus. Toujours est-il que après Spallanzani, après Nidam, après Dutrochet, Dwyer reprend cette question de la vie latente chez les tardigrades. Il les décrit de manière très très précise. Là, vous avez une planche qui date de 1842, de sa thèse. Vous voyez, je ne me lasse pas de cette image, mais bon, chacun ses vices. Je suis passionné par cette question de la vie latente. Dans cette thèse, il se livre également à un certain nombre d'expériences pour mettre en évidence leur capacité de résistance à la dissécation, notamment, et il essaie d'établir dans quelles conditions ils peuvent retrouver une vie active après des périodes plus ou moins longues, donc de vie latente, périodes qui peuvent être extrêmement longues. En fait. Ça, c'est donc dans les années 40. Cette thèse, outre la dimension expérimentale, est aussi accompagnée d'un certain nombre de réflexions, caractère assez philosophique, d'interrogations sur la vie, qui sont tout à fait intéressantes, puisque
Dwyer met en évidence, insiste sur le fait qu'il est important que l'organisation de ces organismes soit préservée pendant les phases de dissécation. C'est-à-dire qu'il comprend que, certes, il y a disparition de l'eau dans les tissus, mais il y a une part de l'organisation de ces tissus qui doit être maintenue. Il insiste sur le fait que, comme le fera Claude Bernard par la suite, il n'y a plus du tout d'activité, selon lui, dans ces organismes en vie latente, quand ils se sont complètement rétractés, qui constituent des petites boules de matière. Il considère qu'il n'y a plus de métabolisme actif dans ça, il n'y a plus d'activité dans leurs tissus, mais néanmoins, la vie est présente potentiellement. Et lors de la réhydratation ou lors du retour à des températures satisfaisantes, eh bien, cette vie in potentia va se transformer en une vie inactue qui caractérise donc ces animaux actifs. Il se trouve que dans les années, à la fin des années 50, il y a une commission de la Société de biologie qui se préoccupe de la question de la vie latente. Et en fait, c'est un débat qui préfigure un petit peu celui sur la génération spontanée, et on le sait bien, a été arbitré par l'Académie des sciences, mais on retrouve tout à fait les mêmes acteurs. Et de fait, on constate comme opposition, disons, comme fer de lance dans ce débat, Dwyer d'un côté, qui est largement soutenu par les membres de la Société de biologie, qui donc est convaincu qu'il y a distinguo absolu entre vie in potentia et vie inactue, et Pouchet, qui est déjà présent dans ce débat et qui, lui, considère qu'il y a toujours, dans ces organismes dits en vie latente, une forme d'activité, évidemment, à une échelle extrêmement ténue, mais qui est la base de ce que sera la réorganisation ultérieure. Donc, c'est un débat qui a fait du bruit à l'époque, dans laquelle la Société de biologie était au premier plan, et il est évident que Claude Bernard était naturellement très, très informé de cette question, donc sensibilisé à ce problème de la génération, de la vie latente. Alors, Bernard, dans les leçons, nous donne une explication de la vie latente. Et là, je suis contraint de mobiliser la notion de protoplasma, la notion de protoplasma, puisque Bernard va construire l'explication de la dynamique de la vie latente précisément à l'échelle du protoplasma. Donc, il décrit très très bien le phénomène. Donc, on a d'abord une phase de dessiccation. On a d'abord un arrêt de la destruction organique, puisque évidemment, le vivant est caractérisé par la destruction et la synthèse qui sont simultanées. Donc, d'abord un arrêt de la destruction organique parce que les ferments deviennent secs et inertes. Ensuite, arrêt de la création, arrêt des synthèses, état d'indifférence chimique pendant une durée indéterminée, le temps que les organismes concernés sont dans cette situation, et puis sont dans certaines conditions, et lorsque les conditions redeviennent compatibles avec la vie inactue, aurait dit Dwyer, eh bien, il y a d'abord restauration de la destruction organique, c'est-à-dire que des réserves ont été constituées finalement avant le passage en état d'indifférence chimique. La destruction organique permet de relancer le métabolisme, et donc ensuite, on a restauration de la création et retour à la vie manifeste. Bien, donc,
Voilà pour la vie latente. Il faut mettre cette vie latente en regard avec les deux autres formes de vie présentées par Bernard. D'abord, la vie oscillante, c'est une vie qui est donc un état qui est une forme de vie qui est dépendante du milieu extérieur, mais qui ne s'éteindra jamais de manière complète. Euh, donc c'est une partie que Bernard adosse à ses propres travaux, ses propres réflexions. Donc, comme à chaque fois, il rappelle qu'il y a évidemment de très nombreux exemples dans la nature. Tous les végétaux sont dans ce cas, ils sont engourdis en hiver, de nombreux invertébrés, et tous les vertébrés à sang froid. Donc, c'est un engourdissement qui dure le temps de la mauvaise saison, et puis une sortie de la léthargie au bout d'un moment. Donc, évidemment, des cas emblématiques et un peu plus complexes sur le plan physiologique, qui sont ceux de l'hibernation des marmottes et des loirs, parce que là, il y a la question, le fait est que ce sont des vertébrés à sang chaud, donc il y a des modifications des conditions du milieu intérieur, mais maintien malgré tout d'une certaine activité. Il faut nécessairement, alors je joue à cache-cache avec le truc là, il faut nécessairement que l'animal hibernant ait des réserves, non seulement pour parer aux premières dépenses du réveil, finalement ça c'était analogue avec le problème de la sortie de la vie latente, hein, il y a les réserves faites avant qui sont utiles, mais pour suffire à la consommation qui fait dans cet état d'engourdissement, euh, pardon, excusez-moi, je reprends, il faut nécessairement que l'animal hibernant ait des réserves, non seulement pour parer aux premières dépenses au réveil, mais pour suffire à la consommation qu'il fait dans cet état d'engourdissement. Il est en partie actif dans cet état d'engourdissement. La destruction vitale, en effet, n'est pas suspendue, elle n'est que diminuée. Quant à la création vitale, à la formation des réserves, elle n'a plus de matériaux sur lesquels elle puisse s'exercer pendant l'hibernation, il n'y a plus de nutrition, puisque l'animal ne s'alimente plus en dehors. Troisième forme troisième forme de vie, donc cette fois, c'est la vie constante, indépendante du milieu extérieur. La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre, elle est indépendante. Donc on voit bien qu'il y a notez là évidemment la progression et la relation qui se modifie progressivement à l'égard du milieu extérieur et l'autonomisation du milieu intérieur. D'emblée, il annonce que la vie ne s'y montre suspendue dans aucune condition. Donc il y a un distinguo absolu entre la première forme de vie et la troisième forme de vie. Il y a une constance du fonctionnement. Et donc, il réénumère, il repasse en revue les différentes conditions avec l'eau, la chaleur, l'oxygène, les réserves. Donc l'eau, c'est le système nerveux, avons-nous dit, qui forme le rouage de compensation entre les pertes et les acquets, donc une captation et une élimination de l'eau. La chaleur, c'est important parce que c'est quand même, ça caractérise les deux classes de vertébrés euh, qui sont les oiseaux et les mammifères. Il y a en un mot chez les animaux à vie constante et libre une fonction de calorification qui n'existe point chez les animaux à vie oscillante. Donc là, il est question de régulation, il est question du système nerveux. Ça fait écho à ces travaux sur la chaleur animale. On pourrait parler évidemment de l'oxygène et on pourrait parler également des réserves. Alors, quelle est la conclusion de la leçon? On peut y jeter un petit coup d'œil, c'est peut-être plus simple. Nous avons examiné successivement les trois formes générales.
sur lesquelles la vie apparaît, vie latente, vie oscillante, vie constante, afin de voir si dans l'une d'elles, nous trouverions un principe vital intérieur capable d'en opérer les manifestations indépendamment des conditions physico-chimiques extérieures. D'un coup, on voit apparaître là l'idée que tout ça aurait permis de vérifier si par hasard, quelque part, on pouvait, par exemple, si quelque part, il y avait eu un, un principe vital intérieur. Et en fait, la conclusion à laquelle nous nous trouvons conduits est facile à dégager. Nous voyons que dans la vie latente, l'être est dominé par les conditions physico-chimiques extérieures au point de vue de toute manifestation vitale, au point que toute manifestation vitale peut être arrêtée. Dans la vie oscillante, si l'être vivant n'est pas aussi absolument soumis à ces conditions, il y reste néanmoins tellement enchaîné qu'il en subit toutes les variations. Dans la vie constante, l'être vivant paraît libre et les manifestations vitales sont produites et dirigées par un principe vital intérieur affranchi des conditions physico-chimiques extérieures. Cette apparence est une illusion. Tout au contraire, c'est particulièrement dans le mécanisme de la vie constante ou vie libre que ces relations étroites se montrent dans leur pleine évidence. Nous ne saurions donc admettre dans les êtres vivants un principe vital libre, luttant contre l'influence des conditions physico-chimiques. C'est le fait opposé qui est démontré, et ainsi se trouvent renversées toutes les conceptions contraires des vitalistes. Donc, une opposition claire au vitalisme qu'ils considèrent en fait démontrée par cette typologie des formes de vie et cette description des différentes formes de vie qu'il a proposées précédemment, avec donc cette dépendance de la vie latente des êtres qui sont caractérisés par la première vie aux conditions du milieu extérieur. Alors, quelques points qu'on peut retenir peut-être en titre de conclusion. C'est intéressant de voir que c'est une physiologie, une biologie générale qui couvre les deux règnes et qui intègre toutes les échelles, en fait. Cette question des trois formes de vie nous fait aller jusqu'à des considérations qui portent sur le milieu extérieur, qui portent sur les organismes les plus divers, et l'explication et la description du phénomène se passe à l'échelle intracellulaire, à l'échelle du protoplasme, jusqu'à l'échelle des ferments. On a dans cette leçon finalement une annonce d'éléments qui sont déployés dans l'ensemble de l'ouvrage. Donc le protoplasme qui est crucial parce qu'il permet d'expliquer à une échelle assez poussée de réduction donc le phénomène de la vie latente, la nutrition, le milieu intérieur et j'en passe. On peut montrer à quel point tout se déploie peut se déployer à partir de cette leçon. Donc la vie latente, pour écarter l'idée du principe vital, c'était quand même très clair dans la conclusion, et la conclusion révèle pratiquement le fait que, plus que l'introduction d'une certaine façon, c'est vraiment l'objectif de cette leçon que de démontrer ça. Donc, je reviens sur cette question des mécanismes à l'échelle du protoplasma. Lorsqu'il décrit la dynamique de la vie latente, et ce n'est pas forcément dans cette leçon, mais on trouve les éléments dans d'autres parties des leçons, dans d'autres leçons. En fait, il réduit les choses à l'échelle du protoplasma et il remodélise en fait à l'extrême les équilibres physiologiques qui caractérisent pour lui le vivant, avec la synthèse et la destruction, montrant comment les deux sont associés jusqu'au moment où, en se décalant légèrement, jusqu'au moment où l'animal passe en vie latente, où l'organisme passe en vie latente, et les deux sont associés avec juste un décalage
lorsque l'organisme recouvre son activité. Et puis, il y a donc, au fil de cette réflexion sur les trois formes de vie, une réflexion sur les conditions d'existence d'un milieu intérieur qui est donc conçu dans par rapport au milieu extérieur, par rapport aux conditions du milieu extérieur. Et donc, il nous montre très clairement comment ce milieu intérieur émerge et peut caractériser les organismes. La complexité de mon milieu intérieur caractérise les organismes de la troisième forme de vie. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous m'avez entendu correctement parce que c'est très curieux de parler devant son écran. Merci beaucoup, Stéphane. On n'a rien entendu. On recommence. Alors, on a tout très bien entendu, rassure-toi. C'était parfaitement clair. On peut tout de suite prendre des questions, alors soit dans la salle, soit pour les collègues qui sont à distance. Oui. Il faut parler un peu fort en direction du micro, qui est par ici. Voilà. Je suis Gilles Denis. Bonjour Stéphane. Bonjour Gilles. Quel est le statut des champignons? Partie des champignons et quel est leur statut? Précisément, c'est ce genre de questions qui mériteraient à chaque fois une vérification, parce qu'on peut oublier. Mais a priori, dans les leçons, je n'ai pas souvenir que Claude Bernard parle des champignons à ce sujet. Dans la ribambelle d'auteurs que j'ai cités, je n'ai pas rencontré d'études sur les champignons au sujet de la vie latente. Donc voilà, je réponds par l'ensemble vide. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour. Merci pour ta présentation. J'avais une question concernant le rôle du concept de protoplasme dans sa conception de la vie latente. Parce qu'il me semble que, tout ce que tu nous as dit sur la vie latente, il me semble que tout ça est en mesure d'être pensé, d'être conceptualisé, théorisé, sans faire intervenir le protoplasme, et qui finalement, on savait quand même très peu de choses à l'époque sur la constitution du protoplasme. Il y avait certes des analogies qui étaient faites avec des propriétés élémentaires des organismes, comme l'irritation, ce genre de choses, certaines propriétés, certaines fonctions qui lui étaient attribuées. Mais au-delà de cela, en quoi le concept de protoplasme contribue réellement à la conception bernardienne de la vie latente? J'entends pas très bien, j'ai pu perdre des mots, donc je reconstitue. Je pense avoir reconstitué. Alors, je vais pas. J'ai volontairement. Le temps aurait manqué un petit peu, et puis je pense que ma communication, d'une certaine façon, s'articule avec celle de François. En tout cas, cet été, ça avait été le cas, je ne sais pas ce que exactement. Donc, François parle abondamment du protoplasme, mais très explicitement, Claude Bernard fait le lien avec le protoplasme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'il a suffisamment donné d'éléments, justement dans ses leçons, sur le protoplasme, il remobilise cette question de la vie latente et la notion donc voilà qu'un mot me manque, ça c'est la chaleur et l'âge. La notion de ferment, voilà, pardon. La notion de ferment et le processus que j'ai décrit à un moment donné en disant comment d'abord s'arrêter la destruction, se prolonger pendant un temps les synthèses, et puis s'arrêtent les synthèses, et ensuite la destruction, quand les conditions reviennent, la destruction recommence en premier, c'est-à-dire en fait, on puise dans les réserves et enfin on refait des synthèses. C'est un processus qu'il décrit explicitement. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand j'ai décrit ça, ce n'était pas une interprétation de ma part
de dire voilà comment Bernard, à partir du protoplasme, aurait pu expliquer le phénomène de la vie latente. C'est Bernard qui lui-même explique le phénomène de la vie latente, le processus, pratiquement dans ces termes-là. Donc, de fait, il y a une, sur la nature même du protoplasme, il y a une connaissances de Bernard ont naturellement leurs limites, mais il mobilise quand même les ferments. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il pousse là, finalement cette réflexion sur la vie latente jusqu'à l'échelle de ce qu'il arrive à concevoir de plus intime comme échelle dans la matière. Et il essaye, et il applique à ce moment-là, finalement, les éléments les plus fondamentaux de sa définition de la vie avec la présence simultanée de la synthèse et de la destruction. Et en fait, à ce moment-là, il y a un point qui est assez intéressant, qui est que, d'une certaine façon, il fait suite, des années après, aux travaux de Dwyer, qui est sans doute celui qui, avant lui, est allé le plus loin dans la réflexion, en tout cas en France, sur ces questions-là. Et Dwyer, quand je vous disais tout à l'heure qu'il insiste sur le fait qu'il doit y avoir une préservation de l'organisation, dit oui, mais il doit y avoir une préservation de l'organisation, mais je ne sais pas, à l'échelle des constituants de la matière vivante, en quoi consiste cette matière qui doit être préservée. Et en quelque sorte, Bernard pousse, lui, dans la réduction du phénomène, il pousse jusqu'à cette échelle du protoplasme et des ferments. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. François, je t'en prie. Stéphane, tu m'entends bien? Oui. Oui, je t'entends bien. Bon, j'ai pas d'objection à présenter à ton exposé. Peut-être cette question, cependant, il me semble que de toute manière, la vie est associée au processus de destruction et de création organique. Oui. Ça, c'est très clair pour Claude Bernard. Et ces processus, normalement, ils sont enclenchés à partir du moment où il y a un excitateur qui intervient. Et Claude Bernard insiste beaucoup sur cet aspect des choses, plusieurs reprises, et notamment dans les leçons où il va parler de l'irritabilité, entre autres, et il va généraliser d'une certaine manière la propriété de réaction aux stimuli comme étant, disons, très, très fondamentale pour décrire l'activité de vivant. Là. Donc ma question est, est-ce que dans ce deuxième chapitre, on trouve aussi cette idée du rôle de l'excitateur et de la neutralisation ou de l'atténuation du rôle de l'excitateur qui peut être associée aux notions de vie oscillante et de vie latente? Je pense que ça passe par la question des ferments. En fait, il y a la question le fait que les ferments se dessèchent comme le reste et donc ne sont plus opérants. Et à partir du moment où les ferments se réhydratés, dès lors que les conditions hydriques finalement reviennent, les ferments agissent sur la matière. Et à mon sens, et là effectivement, comme beaucoup de questions, ça nécessite une relecture, et ça c'est un phénomène normal, pour vérifier, parce que c'est une très bonne question. Je pense dans cette explication de la vie latente, il se limite à ça, mais je vérifierai. Et ça signifie d'une certaine manière que les ferments, à ce moment-là, joueraient leur rôle d'excitateur, ou seraient identifiés comme des excitateurs. Oui, c'est leur propriété finalement. Mais en même temps, leur propriété s'exerce directement sur la matière qui est là en réserve.
Donc, est-ce que cette propriété peut être assimilée à une excitation? C'est ça qu'il faudrait regarder de plus près. Merci. Je vais regarder, je vais vérifier. Pierre-Olivier? Oui, rapidement, mais merci beaucoup Stéphane pour ton exposé. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Okay. Est-ce qu'il y a, Alexis? Assez bien, finalement. En t'entendant, il semble que un des objectifs poursuivis par Bernard dans son étude des trois formes de vie, c'est d'écarter l'idée d'un principe vital. Est-ce qu'il y a des objectifs plus théoriques que Bernard poursuivait en faisant cette enquête sur les différentes formes de vie? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, c'est, tu as parlé d'un distinguo absolu entre la première et la troisième. Et la deuxième fait en quelque sorte le pont entre les deux autres. Est-ce que Bernard projette une sorte de grille de lecture, d'histoire naturelle sur ces formes de vie, même s'il est peu réfractaire à l'idée d'évolution? Est-ce qu'il pense que l'apparition successive de ces formes, comment est-ce qu'il les envisage de manière un peu dynamique, ces trois formes de vie? Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a finalement une dimension théorique qui serait travailler sur la vie latente pour la vie latente, quoi, indépendamment du questionnement philosophique plus large sur le vitalisme. Le chapitre est quand même développé d'une manière je trouve extrêmement rigoureuse, et de fait, chaque partie sur chaque forme de vie peut se suffire à elle-même comme panorama très complet avec des descriptions d'expériences, des bilans d'expériences des autres, des observations des autres. Donc, je dirais oui, il ne passe pas à côté de l'occasion de faire le point clairement sur ce qu'est la vie latente, en tant que vie latente. Et puis, pareil pour la vie oscillante et pareil pour la troisième forme de vie. En fait, je ne crois pas qu'on puisse... alors évidemment, encore une fois, c'est comme la question de François, hein, c'est ce genre de questions et celle de Gilles, et toutes vos questions invitent à une relecture. C'est ça qui est sympathique dans notre métier. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il y ait que ça représente en tout point un ordonnancement par rapport à quelque chose qui serait qui relèverait de l'histoire naturelle, comme tu as dit, avec les premières formes de vie d'abord, la deuxième ensuite et la troisième enfin. J'imagine que c'est à ça que tu pensais. Parce qu'en fait, certes, il y a des petits êtres il y a de nombreux êtres qui peuvent passer en vie latente, mais si on observe les vertébrés qui passent en vie latente, c'est quand même des organismes déjà assez complexes qui présentent cette propriété. Bon, et puis finalement, si tous les végétaux au stade végétatif sont susceptibles d'être en vie oscillante, c'est les graines de ces mêmes végétaux qui sont capables de passer en vie latente. Donc là, il y aurait une superposition, tu vois, dans quelque chose qui serait une forme un fil historicisant, disons, des choses, ça ne collerait pas, du fait que les mêmes organismes, à des stades différents de leur développement, peuvent être caractérisés caractériser une forme de vie ou une autre. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci Stéphane. Je suis désolé, on va arrêter là pour les questions, puisqu'on est déjà. Oui, désolé, je vous ai mis en retard. Arrive à la fin de l'horaire. Juste simplement, pour faire le lien avec la précédente rencontre de Trey, tu sais, il avait été question de la possibilité que ce chapitre, en fait, permette à Claude Bernard de tester sa théorie du milieu intérieur. Et donc, son intérêt, en fait, ce serait de tester les limites de sa théorie du milieu intérieur. Oui. Voilà, ça, c'était un point qu'on a discuté longuement la dernière fois. C'est un point qu'on a discuté, effectivement, que j'ai bien à l'esprit et qui n'est pas si évident que ça. C'est pour ça que j'en ai pas reparlé là. C'est pas évident à manier comme hypothèse, mais j'ai bien l'intention d'essayer de m'y colter pour le texte donc pour le mois de septembre. Très bien. Si j'y arrive, c'est pas si évident. J'ai pas facilement trouvé l'angle. Et juste un deuxième point, toujours pas en lien avec ça, mais l'intérêt, il est quand même très important, ça constitue un chapitre. Est-ce que tu as pu aller voir en dehors des leçons, puisque Bernard était bien sûr très partie prenante dans la société de biologie,
Et donc, est-ce qu'il y a des positions explicites avant, pendant le débat dont tu as Non, parlé? je regarderai aussi, mais là, j'ai pas eu le temps de le faire, je t'avoue. Ok, donc je te donne des devoirs de vacances en fait, hein. Mais c'est gentil. Bien. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup à vous. Je vais essayer de suivre le reste du colloque par intermittence. merci Stéphane. Au revoir. À bientôt.